Going to move on to the Québécois, Mr. Braceau-Duval for 6 minutes. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Ma première question va être pour Maître de Bellefeuille. Tout à l'heure, dans votre allocution d'ouverture, vous avez fait référence au fait que, selon le Code civil du Québec, en fait, les services qui ne sont pas rendus doivent être remboursés. Donc, théoriquement, les compagnies aériennes auraient dû rembourser leurs clients. Pourtant, le ministre des Transports et l'Office des Transports du Canada ont plutôt décidé de cautionner la politique de crédit voyage. En faisant ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est cautionner une infraction au Code civil du Québec. Et est-ce que vous constatez la même chose que nous? Et est-ce que vous diriez que c'est responsable de la part d'un ministre et d'organismes fédéraux d'inciter les compagnies à enfreindre les lois? Bon, le Code civil n'est pas un code pénal, donc j'ai un petit peu de difficulté avec le terme infraction, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du Code civil, il y a des dispositions qui parlent notamment du Code des forces majeures. Et ce qui est indiqué à ce moment-là, c'est que même s'il y a une force majeure, si l'entreprise a reçu de l'argent, elle doit quand même rembourser l'argent qui n'a pas été utilisé ou pour les services qui n'ont pas pu être rendus. L'idée, c'est que la force majeure ne devrait pas être utilisée pour faire une forme d'enrichissement sans cause. Il y a d'autres dispositions aussi du Code civil qui portent notamment sur la question du contrat d'adhésion, donc les contrats auxquels on ne peut pas négocier. Là encore, même s'il y a des contrats qui sont signés, même si dans les contrats ou dans les tarifs, c'est prévu qu'il n'y a pas de remboursement, là encore, j'ai de la difficulté à penser que ce ne serait pas abusif de prétendre qu'une entreprise peut prendre l'argent et se sauver avec sans offrir un service pour autant. Bien, sur le volet du fait que la position de l'Office des Transports et du ministre des Transports, en fait, aille à l'encontre du Code civil, est-ce que vous trouvez ça normal? Je trouve ça surtout très décevant. Je comprends que autant l'OTC que le gouvernement fédéral vont dire que c'est pas leur responsabilité d'appliquer le droit provincial et jusqu'à un certain point, ils ont raison. Cependant, ça n'a pas non plus pour effet de complètement mettre de côté le droit provincial lorsqu'il s'applique. Je pense qu'il aurait probablement été plus approprié de dire que oui, il y a les règles fédérales, mais il y a par ailleurs d'autres obligations qui sont contraignantes auxquelles les entreprises fédérales sont soumises, notamment en matière de protection du consommateur. Merci. Je pense que ça apporte un éclaircissement intéressant, hein, à savoir que je pense que les lois provinciales doivent être respectées autant que les lois fédérales. Et puis, je pense que c'est la responsabilité de nos élus d'inciter les compagnies à respecter ces lois-là. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé beaucoup de la question des crédits voyage parce que, bon, les gens se font offrir des crédits voyage au lieu d'un remboursement. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer la distinction entre les deux et pourquoi est-ce qu'un crédit voyage, c'est pas suffisant, c'est pas acceptable? Bien, un crédit voyage, ça a comme impact que les gens, pour pouvoir en bénéficier, vont devoir faire un nouveau voyage. Il faut se rappeler que dans certains cas, comme l'a mentionné tout à l'heure M. Lawford d'ailleurs, certains voyages n'auront pas lieu d'être dans le futur. Ça peut être parfois des occasions particulières, des occasions spéciales qui ne seront plus en vigueur au moment où la pandémie va terminer. On ne sait toujours pas encore, d'ailleurs, quand les gens vont pouvoir voyager dans des conditions sécuritaires. Ça peut peut-être prendre encore 1 an, 2 ans, on ne le sait pas. Oui, il y a des vaccins qui s'en viennent au Canada, mais on ne sait pas comment ça va être distribué avec certitude et encore moins comment ça sera distribué dans les autres pays où les gens veulent voyager. L'autre problème avec les crédits voyage, c'est que ça ne garantit pas les prix. Éventuellement, il est possible que le crédit voyage qu'on leur a accordé ne sera pas suffisant pour faire le voyage, qui va imposer aux gens de devoir dépenser des sommes supplémentaires pour pouvoir faire le même voyage. Comme je l'ai mentionné aussi, dans le cadre de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont eu des pertes financières qui sont importantes aussi. Les gens ont de la difficulté à arriver. Il y a des gens qui ont eu des baisses de revenus. Ce n'est pas tout le monde qui a eu accès aux différentes aides du gouvernement parce que plusieurs n'étaient pas admissibles. Il est fort probable qu'un grand nombre de voyageurs ne puissent pas se permettre de voyager dans un futur proche. Merci beaucoup. Une autre question que j'aurais pour vous, c'est que il y a quelques semaines, j'ai déposé au Parlement le projet de loi C-249 qui vient rappeler en fait l'obligation des compagnies aériennes de rembourser les passagers lorsqu'ils ne rendent pas le service pour lequel ils ont payé.
Est-ce que vous diriez que la Chambre des communes ferait une bonne chose en adoptant cette loi-là? Absolument. Je pense que oui. C'est sûr que le projet de loi, ce qu'il fait, c'est réitérer le droit déjà existant. Selon nous, il y a déjà des outils dans les lois et la réglementation fédérale qui permettraient de forcer ou du moins de faire en sorte que les consommateurs puissent avoir accès à leur remboursement, mais visiblement, il y a une interprétation peut-être plus restrictive de la part de certaines parties. Alors, de le réitérer dans le cadre du projet de loi qui a été déposé, je pense que ce serait une bonne chose. OK. Et 30 seconds. oui, ben, dernière question pour vous, peut-être que vous n'aurez pas le temps de répondre complètement, là. On a beaucoup fait référence à une espèce de discrimination entre des billets remboursables et des billets non remboursables. Comme si les billets non remboursables, si le service n'était pas fait, ils ne méritaient pas un remboursement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Ben, je pense qu'il faut faire la distinction entre le consommateur qui a choisi de ne pas voyager et le service qui n'a pas été fourni, que ce soit pas fourni, que ce soit pas remboursé quand un consommateur a changé d'idée, c'est une chose, mais là, ici, c'est pas ça qui se passe. C'est que ce sont vraiment les transporteurs qui n'ont pas fourni le service pour lequel les gens ont payé. Alors, c'est ça qui est inacceptable. We're now going to move on to Mr. Barcelou Duval for 2.5 minutes. The floor is yours. Merci, M. le Président. Ma première question va être pour M. Dr. Lukacs. Lors de son passage au Comité permanent des transports, le président de l'Office des transports, M. Strainer, a dit que l'Office des transports du Canada n'avait pas le pouvoir d'exiger le remboursement des billets d'avion par les compagnies aériennes. Est-ce que c'est vrai? Mr. Chair, Mr. Lucas? Mr. Chair, Mr. Strainer displayed a stunning ignorance about the mandate of his own organization in what he stated in his testimony. While the APPR is poorly drafted, it is not a complete code. In the past 16 years, the agency had no comms to enforce passengers' fundamental rights to a refund. He did so, and his organization did so more precisely, based on the Canada Transportation Act and the Air Transportation Regulations, not the APPR. The Canada Transportation Act and the Air Transportation Regulations remain in effect. They have not been amended. So the law has been and remains that passengers still have a fundamental right to a refund, regardless of the reason for the cancellation of a flight. Mr. Barcelou Duval? Oui, merci pour votre réponse. Dr. Lukacs, j'ai déposé à ce comité une motion pour obtenir les correspondances entre le cabinet du ministre des Transports et l'Office des Transports du Canada sur le remboursement des billets d'avion pour faire la lumière à savoir si l'Office des Transports a bel et bien pris les décisions de façon impartiale et indépendante de toute pression politique. Est-ce que vous diriez que l'adoption d'une telle motion serait une bonne façon de pouvoir s'assurer de l'impartialité de l'Office des Transports? Mr. Chair, Canadians are entitled to transparency. They are entitled to transparency in how a government body deals with their finances, with decisions that affect their money. The motion tabled by Mr. Barcelou Duval helps transparency and helps passengers getting an explanation as to how the Canadian Transportation Agency came to issue a misleading statement on vouchers. I'm now going to move on for 2.5 minutes to Mr. Barcelou Duval of the Bloc québécois. Mr. Barcelou Duval, the floor is now yours. Merci, M. le Président. Ma prochaine question va être pour M. Charbonneau de Vol en retard. Depuis le début de la pandémie, vous avez mentionné tout à l'heure qu'un peu partout dans le monde, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, partout, les pays ont été durs, ils ont été clairs, ils ont dit les passagers ont droit à un remboursement, alors qu'ici au Canada, c'est plutôt l'inverse qu'on a vu avec une baisse, en fait, une diminution des protections qui sont offertes aux passagers par les politiques de l'Office des transports du Canada, mais aussi par les déclarations du ministre des Transports. Par exemple, le ministre des Transports, Marc Garneau, n'a jamais appuyé le droit à un remboursement de la part des passagers depuis le début de la pandémie, et même que, en fait, là, présentement, ce qu'il dit, c'est que peut-être que les passagers devraient être remboursés s'il y a une aide de la part du gouvernement. Mais ça ne défend pas pour autant, il ne défend pas pour autant le droit au remboursement des passagers. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la position du Canada d'un point de vue mondial pour la protection des passagers. Bien, effectivement, au Canada, on semble voir un biais là, au niveau politique et au niveau de l'Office
vis-à-vis les transporteurs par rapport au détriment, en fait, des consommateurs. Ça a été très long avant qu'on ait, qu'on aborde la question, alors que ça s'est fait en début de crise dans les autres pays, mais aussi dans la façon dont on a donné le sens au règlement qui a été mis en place pour la protection des consommateurs. Donc, le nom le dit, c'est un règlement qui devrait protéger les consommateurs. Et les chiffres le prouvent. Quand on regarde le nombre de plaintes qui ont été générées depuis la mise en place au 19 décembre de l'année dernière, on parle de 22 000 plaintes, dont la moitié sont avant la crise, donc dans les 3 premiers mois de la mise en place de ce règlement-là. Donc, si un règlement qui est fait en vertu de la protection des passagers génère autant de plaintes, on peut se poser des questions sur le bien fondé, sur l'application de ce règlement-là. Et si on a le pouvoir de le mettre sur pause alors que les passagers en ont besoin, c'est aussi problématique. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais poser une autre question parce que ça fait plusieurs mois qu'on discute de l'achat d'Air Transat par Air Canada. Et là, on voit que les droits des passagers sont malmenés. Dans une situation où il y a quand même une certaine concurrence. Est-ce que de voir en fait qu'il pourrait y avoir encore moins de concurrence au niveau du transport aérien au Québec, ça risque pas d'avoir un effet sur les conditions dans lesquelles les passagers vont voyager? C'est sûr que ça peut être très problématique parce que là, on se trouve à donner les clés du royaume à une seule entreprise. Entreprise qui d'ailleurs se démarque souvent, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, on parle de plusieurs plaintes, tant au niveau linguistique qu'au niveau des services qui sont offerts. On se trouve aussi, on se trouve aussi à mettre à risque toute l'ensemble de l'industrie. Parce qu'il dit moins de compétition, dit moins d'acteurs dans la chaîne de valeur, parce que là, on veut faire des rabais, on veut obtenir des rabais de service sur le volume. Donc, il y a moins de fournisseurs qui sont engagés parce qu'il y a moins de compétition, il y a moins d'intervenants. Donc, la chaîne de valeur puis la chaîne critique devient importante parce que si on a moins de fournisseurs, dès qu'il y en a un qui a une problématique, bien là, ça peut affecter l'ensemble de l'industrie. S'il y a une panne informatique globale, comme on a déjà vu sur certains transporteurs, ça affecte l'ensemble de l'industrie. S'il y a un piratage global, ça va affecter l'ensemble de l'industrie. Donc, évidemment, moins il y a de compétition, plus l'industrie est à risque et moins on tente de se démarquer. Et c'est aussi le cas pour les autres intervenants. Bon, je pense à un agent de voyage, une agence de voyage. Si tu n'as pas le choix d'utiliser un fournisseur, il n'y a plus autant de compétition, il n'y a plus de marge de négociation qui vont se créer. Puis pour les passagers aussi, si tu as le choix entre Air Canada et Air Canada, bien, tu risques d'aller vers une compagnie qui va être de l'extérieur du Canada pour desservir parce que tu n'auras pas assez de choix au Canada en termes de lignes aériennes. Puis ça risque de réduire les parts de marché des compagnies canadiennes.